Marie Warnan est une chanteuse belge aux multiples talents. Depuis 20 ans, elle écume les scènes de tout le pays, mais également à l'étranger. Sa vie, elle la raconte à travers ses chansons. Touche à tout, elle aime aussi la mode, la bonne bouffe et les arts divinatoires. Sans carte, nous allons tenter de découvrir qui est Marie Warnan. Elle est l'invitée d'À travers le miroir cette semaine. Marie Warnan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission d'À travers le miroir, ce dernier numéro de la saison. Je vous rappelle le principe, pendant une demi-heure, on va tenter de vous découvrir, voir un peu qui se cache aussi derrière vos chansons. Et la petite particularité de l'émission, c'est que donc on ne peut se parler et se regarder qu'à travers ce miroir. Avant de vraiment démarrer, je voudrais savoir comment vous vous sentez dans ce fauteuil. Je me sens bien, j'ai été bien accueillie. C'est vrai que c'est particulier de vous parler comme ça, les yeux dans les yeux, mais à travers un double de nous-mêmes. Donc ça commence bien déjà, c'est intriguant. Est-ce que le miroir, c'est un objet qui vous est familier ou vous le fuyez ? Ni l'un ni l'autre. Je m'en sers comme un outil utile forcément, mais je ne suis pas du genre à me regarder trop dans le miroir. Mais forcément, je dois le faire comme tout le monde le matin pour ressembler un petit peu à quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire forcément de se regarder trop. Quand Voilà. vous passez dans la rue, par exemple, devant une vitrine, est-ce que vous en profitez pour Je crois que je dois le faire, à mon avis, inconsciemment. Parfois, on le fait. Mais non, je pense que je regarde autre chose. Ça m'intéresse plus de regarder l'extérieur que de me regarder moi-même. J'ai d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelle « Égocentrique » et qui parle exactement de ça, ce rapport à soi et ce rapport aux autres et au miroir. Et pourtant, évidemment, quand on fait de la scène, le miroir, il est indispensable d'abord pour se préparer, avant, pour le maquillage. Je crois que vous passez aussi pas mal de temps, aussi bien à vous préparer qu'à choisir vos tenues de scène. J'aime bien les collaborations en général. Je ne suis pas une grande passionnée de mode. On m'a pourtant dit que vous aimez bien les vêtements. Mais j'aime les vêtements, c'est sûr, et j'aime surtout les créateurs belges. J'ai eu la chance de faire quelquefois de la musique pour les défilés de Jean-Paul Noth, qui est un styliste belge qui a eu une très belle carrière à Tokyo. J'ai d'ailleurs été jouer pour lui à Tokyo. C'est vrai que j'aime beaucoup Sarah de Saint-Hubert, j'aime Isabelle L'Enfant pour les bijoux. Donc c'est vrai que j'ai un attrait pour les créations, les créateurs, les belles choses. Mais je dois dire que je suis très heureuse dans mon jogging et dans mes pantoufles. Vous ne mettez pas tous les jours un chapeau d'Elvis Pompidou? Non, vous pas tous les connaissez jours. Bien pourtant. J'adore Elvis Pompidou, je l'ai rencontré par ses créations et puis c'est devenu un grand ami et c'est vrai il m'a offert quelques pièces assez incroyables, notamment pour des clips. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, je porte des chapeaux. Alors, c'est pas toujours le matin, c'est très difficile quand vous débarquez avec votre chapeau de cow-boy, notamment à l'époque quand je conduisais ma fille à l'école. Mais voilà, quand on assume les choses, et surtout quand c'est des très belles choses, je suis toujours ravie de les porter. Ouais. Vous êtes quand même plutôt coquette, on va dire. Quand vous avez commencé donc, votre premier album solo, il sort en 2005, il y a un tout petit peu plus de 20 ans. Évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ou en tout cas, c'était balbutiant. Aujourd'hui, il faut se montrer tout le temps. Comment vous gérez cette image aussi J'essaye de rester le plus les pieds sur terre possible et terre à terre. Et je pense que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait la réalité. Il y a peu de gens, par exemple, qui vont mettre du contenu en disant qu'ils ont passé une très mauvaise journée, que le lendemain, ils se sentent moches, que le surlendemain, ils ne parlent plus à leur meilleur ami. On ne scénarise pas, en fait, la réalité. On ne montre que des choses qui donnent envie, en fait, finalement, de se mettre à la place de l'autre. Donc, j'essaye, moi, de prendre du recul. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je pense qu'il y a 20 ans, quand j'ai sorti mon premier disque, ce qui était très, très important, c'est la musique. Et d'ailleurs, à l'époque, je sais que pour les tenues de scène, même si je collaborais déjà avec des créateurs, souvent, j'y allais en basket et en Marcel et en jeans, le plus simple possible, pour qu'en fait, on ne me décrédibilise pas, comme on le fait souvent avec les femmes, par rapport au physique, etc. Donc j'essayais de gommer un petit peu
ce caractère qui pouvait être, je ne sais pas, soit jugé beau, sexy. La femme en général, la femme est de toute façon beaucoup plus jugée de prime abord sur son physique que sur ce qu'elle fait. Ça veut dire que vous pensiez que votre beauté pouvait être un handicap plutôt qu'un atout? Mais je ne sais pas si c'est spécialement la beauté, parce que je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais je pense que c'est le physique d'une femme. On est vu avant d'être entendu. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Mon métier, c'est de faire des chansons, c'est de les jouer, c'est de les enregistrer, c'est de les partager. C'est l'écriture. Et le physique, quelque part, c'est secondaire. Et aujourd'hui, en 2026, c'est comme si on avait renversé cette pendule. Et quelque part, peu importe ce qu'on dit ou la qualité de ce qu'on fait, il faut à tout prix montrer qu'on est beau, que tout va bien. Moi, personnellement, je suis très très fan de Paul McCartney. Je m'en fiche de savoir ce qu'il mange le matin. Et forcément, lui, il ne fait pas de tuto make-up, mais je trouve ça assez... Il a visiblement fait de la chirurgie esthétique, par contre. Ah, mais bon, il peut avoir des défauts. Hein. Paul McCartney peut avoir des défauts comme tout le monde. Mais non, je trouve que c'est un peu l'apologie du rien. Et c'est surtout, finalement, tout le monde est sur la même autoroute. Et on perd en contenu, on perd en choses intéressantes. Et voilà, le tuto des stars, ou le tuto make-up, ou comment elles s'habillent, ou ce qu'elles mangent, ou le plat de ce qu'elles ont mangé au resto, c'est pour moi profondément inintéressant. Et je trouve que ça fait reculer du coup le vrai contenu, la vraie création, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que ces artistes ou ces stars, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais qui font ça, quelque part, ça porte préjudice aussi aux autres? Et que peut-être à un moment donné, eh bien, si on ne fait pas ça, on ne deviendra jamais aussi célèbre qu'eux. Je pense que de toute façon, l'authenticité paye toujours. Et c'est sûr que si ça ne paye pas en termes de commercial, on va dire, ou bankable, tant pis. Mais je crois que sur le long terme, ce qui est important, c'est de rester intègre. Et je ne crois pas que ce système de broyage d'artistes, parce que parfois ça broie vraiment des artistes, je vois toujours ça comme une éponge qu'on remplit d'eau. Et puis en fait, au lieu de la re-remplir d'eau, de la renourrir, hein, entre guillemets, cette éponge, on la jette et on en prend une autre. Et ce processus de par exemple, télécrochet ou de télé-réalité ne fait au final que ça et donne très très peu de liberté. Alors bien sûr, il y a des talents là-dedans. Et il y en a qui mènent très très bien leur barque, mais je pense qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et je crois que l'entourage est très très important, et ce que moi j'ai toujours sur ces 20 ans essayé de garder, c'est l'authenticité et ne pas me fourvoyer dans des propositions qui au final que j'allais regretter, et même si ça m'a fermé des portes certainement, commercialement parlant ou en termes d'exposition médiatique, je ne l'ai jamais regretté parce que je ne me suis jamais travestie, en tout cas. Alors, vous êtes né à Namur, on va repartir depuis le début. Vous êtes né à Namur en 1979, fin août, le 31 août même pour être précise. Vous êtes donc vierge parce que je vois qu'il y a quand même des choses sur cette table qui sont un peu déjà dans l'art divinatoire. Est-ce que l'astrologie, ça fait aussi partie des choses qui vous intéressent? Non, justement. Non. L'astrologie, c'est pas du tout mon truc. C'est vrai que le tarot, je l'ai abordé pour les symboles, les cartes. Je l'avais abordé lors de mes études à l'IEX en communication. J'avais abordé un petit peu cette étude des symboles, puis j'ai abandonné, et puis j'ai repris grâce à un ami espagnol peintre et qui est fort dans la symbolique. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée, et je me suis spécialisée dans le référentiel de naissance, qui est un peu comme un thème astral, parce que j'avais envie de comprendre certaines choses. Et puis ça m'a amenée vraiment dans quelque chose qui m'a passionnée. J'ai notamment dédié un album au tarot, enfin dédié, c'est un gros mot, mais un grand mot. Mais ça m'a inspiré en tout cas 22 chansons que j'ai liées aux 22 arcanes majeurs du tarot. Donc j'aime la symbolique, mais je dirais que j'ai peut-être la tête dans les étoiles et les symboles, mais j'ai en général les pieds bien sur terre. Donc c'est un petit peu un mélange. Et l'astrologie a beaucoup de choses en commun avec le tarot, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça vous semble pas assez les pieds sur terre? Mais je le connais pas trop bien en tout cas, donc ça m'a moins attirée
Ça m'a moins attiré finalement les planètes, les astres que les symboles. De chercher à comprendre et à trouver du sens aussi dans certaines choses. Oui, je crois que le tarot, en tout cas, il y a deux façons de le jouer, hein, de le maîtriser. Il y a le tarot symbolique et puis il y a le tarot divinatoire, effectivement. Divinatoire va dire, on va prévoir, on va prédire l'avenir, on va te dire ce qui va se passer demain. Moi, je ne le joue pas du tout comme ça. Mais ça peut parfois s'embriquer l'un dans l'autre parce que c'est vraiment la force de réflexion, la force d'écoute, d'échange, finalement. Le tarot m'a appris vraiment à beaucoup écouter, à échanger et finalement à faire avec ce qu'on a. Quand on reçoit une carte, souvent on n'a pas envie de cette carte-là. Mais il faut aller voir derrière et surtout inverser les perspectives. Donc c'est un jeu et finalement en tant que musicienne, je me suis beaucoup retrouvée dans ce jeu de tarot. Quand vous êtes enfant, donc vous grandissez effectivement donc, à Namur au départ et vous bougez à Bruxelles pour vos études? Non, alors je viens, en fait, j'ai grandi à Profondeville, qui est un village entre Namur et Dinan, dans la vallée de la Meuse. Donc c'est un village que j'aime beaucoup, que j'ai quitté à 18 ans pour venir étudier à Bruxelles. Et je suis restée à Bruxelles et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, c'est forcément ici que ça bouillonne, c'est pas dans les villages. Et c'est vrai qu'en vieillissant, je peux m'imaginer remettre un pied, pas les deux peut-être, mais remettre un pied dans cette région qui est calme. Comment vous êtes à l'école? Comment est Marie en étant enfant? Je suis studieuse. J'ai vite compris, je crois, qu'il fallait réussir pour soi-même et pas pour des parents ou pas pour les autres. Donc j'avais envie de réussir, j'avais envie très vite de m'émanciper. Je suis studieuse et je suis partageuse, je crois aussi. Je file facilement mes notes à mes amis. Et à l'adolescence, ça se passe bien aussi ou là vous... Mais oui, je crois que j'ai pas été turbulente. Je savais quelque part que si je voulais faire ce que j'avais envie et si je voulais être ce que j'avais envie, il fallait se prendre en main. Oui. Et donc... surmonter les épreuves aussi. Voilà, surmonter les épreuves, certainement. C'est vrai qu'il y en a eu, et j'en ai eu dans ma vie. Et j'étais très vite endeuillée. Donc mon père est décédé quand j'avais 5 ans, puis mon frère jumeau. Ça, c'était une grosse perte à 18 ans. Et donc il a fallu rebondir. Puis il y a eu d'autres deuils, des amis, mon frère aîné. Mais j'ai toujours eu finalement comme philosophie innée de surmonter ça et du négatif, d'en faire quelque chose de positif. Donc je suis arrivée à Bruxelles, j'ai perdu mon frère jumeau, mais je me suis dit que c'était une raison de plus pour s'installer, redécouvrir une ville, découvrir une ville, parce que je connaissais vraiment en réalité personne ici. Et quelque part de ces ailes un peu cramées, un peu brûlées, ces épreuves, j'ai essayé d'en faire des choses conséquentes et ça m'a porté. Et je pense que voilà, c'était ça, la résilience, mais la résilience sans la victimisation, sans le pathos. Voilà, exactement. Donc vous diriez que plus la battante, aller de l'avant et oui, combattante, et je crois que sans vous apitoyer. Oui, je crois. Mais après, je me suis rendu compte avec la vie qu'on n'est pas tous égaux. Et si je pense à mon frère jumeau, même si on a vécu la même chose, on est né on était dans la même première maison. On a vécu les choses au même moment, le deuil de notre père au même moment. On ne l'a pas vécu du tout de la même façon. Et pour en revenir au tarot, c'est aussi ça qui m'a aidé à comprendre, parce que finalement, un jumeau, on a les mêmes cartes. Et en astrologie, c'est pareil, on est né au même moment, à 1 heure près. Et donc, j'avais un peu des doutes sur cette idée de dire mais comment se fait-il qu'avec un même jeu, on peut avoir des vies complètement différentes et des attitudes différentes et finalement des caractères très très différents. Et ça m'a permis de comprendre quand même pas mal de choses. Vous avez trouvé des réponses? Voilà, il y aura toujours des questions sans réponse, mais ça je crois que c'est le grand mystère de la vie. Mais ça m'a permis d'appréhender des choses positives ou négatives avec une autre vision. La musique, comment elle rentre dans votre vie? C'était déjà en étant enfant? Oui, je crois que la musique a toujours été... je me souviens de la première cassette que j'ai reçue, c'est Whitney Houston. Je rêvais d'être Whitney Houston, je la trouvais tellement belle, tellement talentueuse.
Et donc la musique a toujours été un peu un refuge. J'ai très très vite connu par cœur toutes les paroles de tout ce que j'entendais à la radio, à la télé. Et puis j'ai commencé vraiment très jeune à vouloir collectionner les cassettes. À l'époque, c'était les cassettes. Donc oui, la musique a toujours fait partie de ma vie, comme un refuge, aussi comme un exutoire. Et puis c'est à l'adolescence, en faisant des veillées scouts, que je me rendais compte qu'on me mettait toujours un peu en avant. Je n'avais pas l'impression de chanter mieux que quelqu'un d'autre, mais en tout cas j'étais dedans. Et je crois que c'est ça qui m'a poussée, qui m'a donné des ailes très vite à 15 ans, à prendre des cours. Et puis au fur et à mesure à m'accompagner avec un instrument, avec la guitare, et d'aller petit à petit dans la composition, l'écriture, etc. Pourtant, vous choisissez de faire l'IEX. Vous aviez quoi comme idée en tête à ce moment-là? J'avais deux possibilités. Donc, en ayant terminé ma réto à Namur, il y avait le fait de faire la psycho à Liège et le fait de faire la communication à Bruxelles. Et puis, j'ai senti rapidement que c'était Bruxelles, que c'était la communication, quelque chose qui était tourné vers l'extérieur et qui allait peut-être me mener vers les médias. Alors je ne sais pas si c'était derrière, j'aurais pu être journaliste parce qu'à l'IEX j'ai fait relations publiques, mais c'était l'idée des médias. En tout cas, j'étais très attirée par la communication. Et donc la psychologie m'aurait envoyée vers une autre communication, beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus intérieure. Et à ce moment-là, vous ne vous dites pas, tiens, pourquoi je ne ferais pas le conservatoire pour faire de la musique, mon métier? Non, je n'étais pas attirée à ce point par... je pense qu'à 18 ans, j'avais envie de découvrir plein de choses. Et l'IEX, pour ça, est une magnifique formation. Parce qu'on touche un petit peu à tout. On touche à la vidéo, au graphisme. Mon mémoire de fin d'études, c'était un site internet qui faisait la promotion des artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça s'appelait Belgorock. C'était assez ambitieux. L'IEX offre cette possibilité-là. Et je ne me voyais pas dans quelque chose de classique, en fait. Voilà. Et pourtant, donc, du coup, c'est l'IEX qui va changer quand même votre vie, puisque vous faites vos études, mais en même temps, vous vous plongez un petit peu plus dans la musique. Vous faites des rencontres qui vous permettent de devenir chanteuse et au fur et à mesure de vous professionnaliser. Quand en 2005 vous sortez votre premier album, vous êtes sorti de vos études depuis quelques années mais à peine, là quand même ça devient concret, non? Oui, ça devient concret, et il y avait aussi dans les belles rencontres de l'IEX Bally Murphy, c'était mon premier groupe musical, les premières scènes, on a fait beaucoup de concerts, on était 6 dans le groupe. Après 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons, je commençais à composer, à écrire, et je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons qui n'allaient pas simplement dans ce projet-là. Et donc j'ai commencé à faire mes propres chansons, et effectivement ça s'est accéléré en 2005. J'ai sorti mon premier disque, ça m'a fait gagner beaucoup de prix, et puis ça m'a fait beaucoup voyager, faire des concerts, des tournées, aller jouer cette musique à l'étranger. Ça, c'était vraiment la belle récompense de ce premier album, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Parce qu'effectivement, c'est un premier album, vous avez un gros succès avec celui-ci, avec aussi votre chanson Bruxelles, dont on vient de fêter les 20 ans. Comment on réagit quand on est encore finalement une très jeune adulte? Mais je pense que la différence d'il y a 20 ans, c'est que je crois qu'on se regardait moins dans le miroir, on se regardait moins, en fait, on vivait les choses beaucoup plus simplement. Il y avait on faisait des chansons, ça passait à la radio emmenait les chansons en concert, et puis c'était comme ça. On ne devait pas alimenter en fait notre vie professionnelle par notre vie privée. Tout ça était beaucoup plus cloisonné et plus centré sur le fond, la musique, les concerts, le métier qu'on fait, pas l'espèce de paillette d'emballement, de paquet cadeau qui ne sert en fait au final à rien, si ce n'est à mettre de la poudre dans les yeux. On en revient à cette idée d'authenticité, de pourquoi est-ce qu'on doit absolument montrer du fake alors que ce qu'on veut. Et par contre, je suis persuadée qu'on reviendra à ça. Quand il y a trop de sucre dans le gâteau, au chocolat,
c'est un peu dégoûtant. Il devient indigeste. Voilà. Bon, pourtant, les paillettes, vous les aimez bien quand même. Ah, ça c'est vrai, oui. Bon, ça c'est un projet particulier, hein. Ça c'est que des amis, effectivement. C'est un projet qui s'appelle I Love 60s. On s'était dit qu'on avait le plaisir de jouer ensemble, mais qu'on avait chacun des projets différents. Et I Love 60s, c'était des reprises des années 60, avec Karine Claire, qui est une de mes très grandes amies, chanteuse, musicienne, Cédric Van Cailly, le guitariste qui m'accompagne sur scène, mon grand ami aussi depuis des années dans Buddy Murphy, Mathieu Catala, batteur de Buddy Murphy, et Mathieu Bioul, qui est un chanteur qui a sorti quelques albums également. Une bonne bande d'amis, et on chantait des chansons superbes qu'on n'aurait jamais pu écrire nous-mêmes, mais qui font tellement de bien jouer. Et vous faisiez pas mal de concerts à l'époque, notamment parfois aussi des concerts avec des handicaps physiques, notamment en Russie, à Saint-Pétersbourg. Ah oui, mais ça c'était pas avec ça c'était pas avec I Love 60, c'était pour mon projet, oui, ici. C'est handicap physique, on va dire plutôt des accidents, quoi, comme quoi on n'est jamais à l'abri. Bah oui, en Russie. Oui, j'ai eu la chance d'aller jouer à Saint-Pétersbourg. La première année, quand ils me l'ont proposé, je pense que je venais d'accoucher, donc j'ai pas pu y aller. J'ai proposé à Buddy Murphy d'y aller à ma place. Ils ont fait ça très très bien. Ils ont fait ça tellement bien que l'année d'après, on a demandé qu'ils reviennent, enfin que je revienne avec eux. On y a été, et c'est vrai que c'était le premier voyage, je crois, après avoir eu mon enfant. Et je suis arrivée à l'aéroport et il y avait un vent de liberté, de pouvoir à nouveau revoyager, faire voyager la musique. Et puis on est arrivé et ils servent la vodka un peu comme de l'eau. Donc ils ont déposé une bouteille d'eau sur la table et ça se boit au centimètre. Et bon, le premier est très bizarre, on se dit que l'eau est très très forte. Et puis la deuxième passe beaucoup mieux. Et puis on se désaltère. Et puis à la troisième, on dit bon, on va rentrer. Et c'est vrai que je me suis levée un petit peu trop vite en prenant ma guitare et nous sommes tombées toutes les deux l'une sur l'autre sur une table et c'est vrai que j'avais la lèvre fendue, mais ça ne m'a pas empêché de chanter Bruxelles avec un B qui était un peu altéré, mais avec beaucoup de joie et de bonne humeur. C'est un bon souvenir. Et puis vous rencontrez aussi des personnages qu'on connaît bien à Bruxelles, hauts en couleur et qui mettent des paréos. Maman, ma chère maman, oui, Serge du cabaret chez Maman. Hein. Donc vous avez déjà été là? Tout à fait. Ah, ça fait rêver. Moi, c'est un endroit qui m'a fait rêver pendant des années. Je voulais y rentrer. Et à chaque fois, j'avais la même réponse, il y a une vingtaine d'années, c'était il faut une carte de membre. Alors, je dis oui, mais moi, je veux bien avoir une carte de membre. Et un jour, je me suis dit, bon, écoute, moi, ça fait 3 fois que je viens ici, je veux rencontrer maman, j'ai quelque chose à lui proposer. Et puis donc j'ai dit, bah, écoute, voilà, je suis Marie Warnan, j'aimerais bien rencontrer maman. Et puis j'ai attendu à la porte, et puis la porte s'est ouverte. Il a dit, maman t'attend dans sa loge. Et je suis montée, c'est devenu une grande amitié. J'ai invité maman et ses filles plusieurs fois à chanter avec moi, notamment en botanique, à l'arrière-scène. On a eu quelques belles collaborations, on a eu du coup des répétitions, et c'est des moments très décalés, très drôles et très amicaux. Qu'est-ce qui vous fascinait tant? Je pense que je crois que ces femmes, quand elles sont complètement parées de leurs robes, de leurs bijoux, ont une féminité assumée que moi, à l'époque, je n'arrivais pas à assumer. La féminité, le fait comme je disais tout à l'heure, j'avais plutôt tendance à mettre un Marcel et à mettre un jeans. Et ça me fascinait, le fait d'aller jusqu'au bout d'un mouvement, le fait de... Et d'ailleurs, quand maman est venue jouer avec moi au botanique, elle était plus femme que moi, j'étais plus mec que elle. Ce que j'aime aussi, c'est le travestissement, en fait. On est dans un mélange de personnes qui restent des hommes, mais qui, quand ils prennent une parure, deviennent des vraies femmes. Et j'aime ce jeu-là. Pour moi, ça me mettait des paillettes dans les yeux, comme un enfant regarde Cendrillon, quoi, au moment où la robe de Cendrillon redevient magnifique, mais il y avait quelque chose comme ça. Et puis j'ai été accueillie très 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 amicalement comme des sœurs, quoi. J'ai vraiment trouvé une petite famille là-bas à l'époque quand maman était encore en activité. En activité là-bas. Et faire drag king, par exemple, c'est quelque chose qui vous aurait tenté ou qui vous tenterait peut-être encore maintenant? Mais je sais pas, je pense que ça dépend beaucoup des rencontres. Je crois que moi je fonctionne vraiment aux rencontres
Et il faudrait, oui, je laisse des portes ouvertes, mais en tout cas, c'est un milieu qui m'a toujours accueilli, écouté, porté. Et d'ailleurs, chez maman, je pense que je suis une des rares personnes qui a pu danser sur ce bar qui est quand même pas très large. Et donc, j'ai été travestie comme elle, avec un maquillage très très prononcé. J'avais des talons comme ça, j'avais le revêtement, je me sentais mais toute petite à côté de ces femmes, et c'était très particulier, quoi. Et donc on se regardait, c'était une histoire de miroir aussi, parce que sur des talons comme ça, et on se dit, mais je vais tomber, en fait, je vais. Elle me disait, tu dois te regarder dans le miroir, et elles m'ont donné des petits trucs, et c'était très, très, très drôle à faire. Effectivement, vous parlez de rencontres aussi. On dit que vous aimez beaucoup mélanger les gens, que pour vous c'est vraiment quelque chose d'important de faire rencontrer vos amis, de mélanger, et que peut-être des collaborations peuvent naître aussi de ces rencontres. Oui, mais je crois profondément qu'on avance et qu'on est plus heureux de toute façon à plusieurs que tout seul. Je crois que les belles surprises, c'est justement le melting pot et le zinneke. J'aime ça, j'aime mélanger à l'époque la musique avec la mode, mélanger le dessin. Ici, dans mon dernier projet, je voulais finalement mettre en avant les textes pour saluer les 20 ans du premier album, et donc j'ai donné une carte blanche à une dessinatrice. J'aime effectivement mélanger les styles, les genres, les musiciens, et puis faire que ça circule, quoi. Oui, donc ça reste important pour vous, ce collectif aussi, et d'avoir vraiment un ancrage profond. Enfin, il y a un carnet de notes, parce qu'on m'a dit que vous notiez aussi pas mal de choses, que vous dessiniez justement, qu'il y avait ce côté très philosophique chez vous. Ah oui? Qui vous a dit ça? Je ne dévoile pas mes sources. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours un carnet sur moi, j'aime en fait les choses banales et quotidiennes. Et donc parfois il y a une pensée, et souvent dans l'écriture c'est ça, il y a une pensée qui vient, et si on ne la note pas, si on ne la grippe pas, elle s'envole. Et parfois c'est tant mieux qu'il y ait des pensées qui s'envolent. Mais donc j'aime, finalement c'est la création qui m'importe le plus, et pas tant le résultat. Et c'est pour ça que d'un côté ça marche et d'un côté ça marche pas. Parce que je ne pense pas au résultat, au côté bankable d'un projet. Oui, je ne pense pas comme ça, je pense vraiment de l'intérieur, et ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir, ce qui a du sens. Et ce qui peut aussi être original ou surprenant, et pas aller dans les sentiers que tout le monde prend, quoi. Donc c'est vraiment rester encore vous-même, parce que parfois ça peut être très compliqué aussi, la création en Belgique. C'est dur d'être artiste, vous êtes souvent autoproduite également, c'est compliqué. Oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas se démoraliser. Non, il faut pas. Et c'est pour ça qu'il faut rester au plus proche de la création et au plus proche de soi, parce que si on a trop d'attentes, alors c'est sûr que ça a changé. À l'époque, il y a 20 ans, on vendait des disques. Le marché était très très différent. Ici, finalement, on parle beaucoup à des algorithmes, et on doit se placer en termes d'algorithmes. Et c'est vrai que finalement, c'est plus très à la mode de faire des albums quand on est un artiste autoproduit, parce que ça coûte cher, mais moi je pense profondément que c'est important. Sinon, le monde va devenir de la publicité et finalement de l'IA, quoi. Ce sera et ça, c'est une des grandes thématiques du moment pour les artistes comme moi, par exemple, c'est de devoir concurrencer des choses qui ne sont pas concurrençables. L'IA n'est pas concurrençable, mais je crois on reviendra à l'authenticité, et je pense qu'à un moment on remettra en avant les imperfections, les choses un petit peu plus moins lisses. J'espère que je ne serai pas trop vieille quand cette boucle sera opérée. Et en attendant, je reste connectée à la création par le plaisir de créer. Vous avez créé donc ce 6e album, Panorama 20 aussi. Vous allez partir en tournée. Il y a un concert qui est prévu à Vielsam le 5 juillet, c'est ça? Puis après en septembre-octobre, vous partez encore... En septembre et en octobre. Toutes les dates sont sur mon site internet. Et la scène, évidemment, ça reste votre métier aussi et votre passion. Qu'est-ce que... Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Vous avez une fille qui a 15 ans aujourd'hui. 16. 16 ?
Pardon. 16,5. Ah, oui, c'est important, le demi, c'est important. Important. Si elle vous disait qu'elle avait envie d'être artiste, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que la première chose que je lui dirais, c'est qu'elle fasse ce qu'elle a envie et ce qu'elle sent. Après, je sais pas. Je suis pas sûre que j'ai envie que ma fille soit artiste parce que c'est quand même un parcours du combattant qui n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur. Je pense qu'on l'a vu avec le statut d'artiste, c'est quand même assez maltraité. Je crois que la culture est quelque chose qu'on va attaquer immédiatement dans les premières choses à attaquer quand il y a une crise, qu'on va juger non essentielles. Hein. Je pense que pourtant c'est très très essentiel. Donc je ne sais pas, j'aurais tendance à la pousser de toute façon à faire ce qu'elle a envie. Mais quelque part, c'est un peu ce que moi j'ai senti en faisant l'IEX, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça fait appel au stoïcisme quelque part, de pouvoir dire il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On peut faire le meilleur album du monde, on peut être la meilleure personne du monde. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Il y a des portes qu'on ne sait pas ouvrir, même si on peut essayer par la porte, par la fenêtre. Il y a un milieu, il y a des gens. Et donc je lui dirais en tout cas de choisir une voie dans laquelle elle pourra être la plus libre possible. Et donc aussi une voie dans laquelle elle pourra rester dans le plaisir de faire les choses qu'elle aime, parce que quand on doit travailler 40 ou 50 ans dans un domaine qui finalement n'est ni lucratif ni positif en termes d'accomplissement, c'est très très difficile. Donc je ne saurais pas encore répondre à cette question de savoir si je serais heureuse ou pas qu'elle me dise qu'elle aille dans la voie artistique, mais je lui dirais quand même de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de rester au plus proche du plaisir. Vous en avez toujours du plaisir? Moi j'en ai encore, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois ça m'étonne, ça m'étonne, mais ce que je reçois quand je joue, ou quand je partage la musique, quand je vais jouer cette musique dans des endroits avec des gens que je ne connais pas, ou quand j'ai des retours 20 ans après sur ma musique de personnes qui me disent, tu sais, moi je me suis rencontrée lors de ton concert, et là maintenant on est mariés, et on a fait un enfant, est-ce que tu voudrais... Ça me touche profondément, parce que là ça donne réellement du sens à ce qu'on fait, et j'ai tendance à penser que peu importe la quantité, mais c'est la qualité. Et donc quand après 20 ans, j'ai encore des retours d'existence, je me sens encore exister. Je crois que j'arrêterai le jour où je ne me sentirai plus exister, mais bon, la musique, tant que la musique est bonne, la passion est là. Merci beaucoup, Marie Warnan, pour cet entretien. Merci.